Je vais passer donc à la présentation suivante et ça va être Anne Lévesque, qui est étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Outaouais sous la direction de Jérôme Duprat et Jean-François Bissonnette. Le titre de la présentation d'Anne, c'est les projets de restauration de sites miniers d'amiante et leur acceptabilité sociale, application de la méthode d'expérience de choix à l'analyse des préférences du grand public. À toi la parole, Anne. Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, parfait. Moi je vois très bien. En mode présentation, tout est beau. Génial. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, donc pour vous parler d'un projet sur lequel j'ai participé brièvement. Donc, ça ne fait pas partie de mon doctorat. C'est un projet qui est en lien avec les projets de restauration de sites miniers d'amiante que le professeur Nicolas Bélanger réalise depuis 2017. Donc, mon projet, c'est la demande sociale. Donc, on voulait voir un peu si les gens acceptaient ce type de projet-là. Puis, on a utilisé une méthode, ça s'appelle la méthode d'expérience de choix pour analyser les préférences du grand public. Donc, comme vous le savez sûrement, le Canada a été un joueur extrêmement important dans l'industrie de l'amiante à travers la planète. Au Canada aussi. Donc, on a, dans le sud du Québec, on a 10 des 13 mines d'amiante et les activités ont eu principalement lieu là, à Thetford Mines, Black Lake et Asbestos entre 1877 et 2012. Et depuis 2012, l'industrie a cessé. Et depuis 2018, au Canada, on a interdit l'importation, l'exportation et la vente et l'utilisation de produits à base d'amiante. Donc, cette industrie-là a apporté beaucoup de vestiges dans le sud du Québec. On a 2308 hectares en résidus miniers. Donc, c'est beaucoup de tonnage de résidus qui sont présentement là. Et ça a aussi un enjeu économique, les fermetures d'amiante. Donc, tout ce secteur-là a été développé par l'industrie et maintenant, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois et beaucoup de dépression suite à la fermeture là, de ces mines-là. Et ça a aussi créé là, des impacts environnementaux parce que, comme vous le savez, la toxicité de l'amiante, ça a été documenté et démontré scientifiquement depuis plusieurs années, tant sur le plan de la santé, la contamination de l'air, les sols et l'eau. Donc, on parle là, de violence lente. Il y a Rob Nixon qui a parlé de ce terme-là. Et c'est une violence qui est dispersée dans le temps et dans l'espace. Et c'est un phénomène que les gens ne considèrent pas toujours de la violence. C'est pour ça que ce terme-là est vraiment approprié pour discuter de l'amiante. On a eu une consultation publique là, au Québec dernièrement et sur la gestion de l'amiante, des résidus. Et une des recommandations, c'est de créer une entité là, pour la gestion et l'élimination sécuritaire de l'amiante. Au niveau de la restauration des sites, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Un à Asbestos, maintenant que ça s'appelle Val-des-Sources. Et il y a les projets de recherche là, de Nicolas Bélanger à Black Lake avec TELUC, UCO et Granny Lake et Viridis, dans lequel mon projet s'insère. Oups, c'est bloqué ici. Excusez-moi. Parfait. Donc, l'objectif de la recherche était vraiment simple, c'était de connaître les préférences, les attentes du grand public vis-à-vis de la restauration de végétalisation des projets miniers en cours et à venir. Donc, quand Nicolas et Jérôme me l'ont demandé, on a mis en place là, un questionnaire et j'ai fait une collecte de données terrain. J'ai été chanceuse parce que ça s'est fait juste avant le premier confinement. Puis une personne en sciences sociales, je te dis que je me sens privilégiée parce que maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, je suis allée à la rencontre de 161 personnes dans les 3 municipalités où il y a beaucoup de résidus miniers.
Et je suis allée dans des lieux de haute fréquentation, donc des commerces, chez Tim Hortons, Walmart, centre d'achat, Cégep, pour aller chercher un échantillon là, qui me permettait là, de faire ce que je voulais faire en termes de statistiques. Et pour les résultats, la méthodologie qu'on a utilisée, ça s'appelle les analyses conjointes basées sur les choix. C'est une analyse qui est beaucoup utilisée là, en économie écologique, en sciences de l'environnement, l'économie de l'environnement, et ça te permet de mesurer la satisfaction des individus par rapport à un bien ou un service selon leurs préférences, et aussi d'estimer la volonté à payer des gens. Donc, on a déterminé des attributs et des niveaux d'attributs qui correspondaient à ce que le projet de Nicolas là, souhaitait faire. Donc, on avait les couverts végétaux qu'on est en train d'essayer, donc des forêts mixtes, des plantations commerciales, des prairies. On voulait aussi, étant donné qu'on allait voir monsieur, madame, tout le monde, regarder quels usages pourraient être faits après la restauration. Donc, on avait mis des parcs, des sentiers motorisés, le stockage de carbone, parce qu'un des volets du projet de Nicolas, c'est sur le stockage de carbone, et les habitats fauniques. Donc, on avait aussi une hypothèse que peut-être les gens ne voulaient pas nécessairement que ce soit 100% recouvert de végétaux, étant donné que c'est quand même un historique minier. Donc, ils sont attachés par rapport à leur patrimoine minier. Et on avait aussi une contribution financière là, pour estimer la volonté à payer. Donc, ça, c'est un exemple de carte de choix que les gens avaient à choisir. Et il y avait des questions aussi là, de profil un peu plus de type sociodémographique ou des questions qui pourraient me permettre d'expliquer un peu les résultats, donc des variables explicatives. Mais ça, c'était le cœur, l'analyse conjointe basée sur les choix. Donc, les gens avaient à choisir 12 cartes. Il y avait 12 cartes comme ça, puis chacun avait choisi un des 3 scénarios présents. Et il y avait aussi à réitérer s'ils étaient d'accord avec leur choix. Il y avait 30 versions de questionnaires. Donc, c'est un système qui permet de faire des résultats, là, avoir des cartes qui sont aléatoires, avec assez un grand nombre de questionnaires qui me permettent de faire des statistiques robustes. Donc, on a fait une analyse bayésienne pour voir, pour estimer un peu la préférence des gens vis-à-vis ce type de scénario. Ce qui est ressorti au niveau des couverts végétaux, c'est vraiment les forêts, les prairies. Donc, il n'y a pas tant d'attractivité par rapport aux plantations commerciales. Les gens veulent avoir un peu ce qu'ils ont aux alentours. Au niveau du pourcentage de couverture, ça, c'est intéressant. Les gens sont prêts à tourner la page, donc entre 60 et 100% du couvert. Les usages souhaités, c'est principalement le parc et les habitats fauniques qui ont émergé. Et la volonté à payer, c'est de 5 à 25 $ selon les usages, beaucoup axé sur les usages. Ensuite de ça, j'ai fait une analyse par classe latente pour voir un peu s'il y avait des segments là, qui se forment à travers la population. Et effectivement, on en a ressorti 4. On a les amoureux de la nature qui est le plus grand segment. Eux, ils voient, c'est intéressant, c'est qu'ils voient une opportunité de stockage de carbone. Donc, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait des gens qui étaient sensibilisés puis qui voyaient qui voulaient laisser un legs plus écologique à aux générations futures. On a les adeptes des récréos. Eux sont intéressés là, à avoir des pistes de VTT une fois que la végétalisation est faite. Ils sont prêts à payer une somme plus grande pour la restauration. On avait aussi les mordus de la faune qui voient, eux, une opportunité de la végétalisation pour créer des habitats fauniques par la suite. Et les fans des parcs, eux, ils sont plus intéressés à faire de la randonnée, donc un environnement plus ouvert pour pouvoir faire de la randonnée. Donc, on a les adeptes de récréo et les fans des parcs, eux, c'est vraiment, ils ont une préférence pour les prairies, tandis que les amoureux de la nature et de la faune, c'était plus de la forêt naturelle.
Donc, pour terminer, ben, on a vraiment une acceptabilité sociale là, pour ce type de projet dans la région de Black Lake, Thetford Mines et Val-des-Sources. Par contre, il y a des considérations, il y a des préférences puis des attentes diverses. Est-ce que ces attentes-là, est-ce que les usages qu'on proposait ou ce que les gens souhaitent avoir, est-ce que c'est réaliste? Parce qu'il y a quand même des enjeux là, de santé publique en lien avec les projets de restauration quand on parle d'amiante. Et il y a vraiment une faible perception du risque d'exposition à l'amiante dans les communautés qu'on a interviewées. Et ça fait écho avec d'autres études là, dans les communautés minières. Généralement, les gens qui habitent dans les endroits où il y a des sites miniers, ils ont une faible perception du risque. Et il y a aussi un héritage minier des communautés que les gens m'en ont beaucoup parlé. Les gens veulent quand même qu'on mette en valeur et qu'on n'oublie pas qu'on n'oublie pas l'héritage minier. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce type de paysage-là parce que ça fait partie de leur histoire. Donc, je veux remercier tout le monde qui ont participé au projet. C'est un projet avec une grande équipe. J'ai eu quelques aides aussi pour m'aider sur le terrain. Et l'étude a été publiée dernièrement. Donc, si jamais vous voulez la consulter ou m'en parler, ben, vous pouvez me contacter et je pourrai vous l'envoyer avec plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Une très belle présentation, des résultats très intéressants. Les 40% des gens qui sont intéressés à la nature et la protection de la nature, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, je trouve. Donc là, j'ouvre la période de questions. Je crois, puisqu'on n'est pas très nombreux, on peut poser les questions de vive voix si vous voulez. Vous aurez juste à vous lever la main et puis je vous donne la parole, vous désactivez votre micro. Est-ce que Nicole, je vois que Nicole Fenton aimerait prendre. Oui, merci. Merci pour les deux présentations très intéressantes et informatives. J'aurais une première question pour Alex. Alex, c'était vraiment intéressant. Même si je l'ai vu pour la deuxième fois dans 2 semaines, j'ai appris de nouvelles affaires. Puis, je me demandais par rapport à ton recouvrement en plantes, là, qui était quand même assez bas, est-ce qu'il y avait des mousses par-dessus ça ou c'était juste vraiment comme le gravel qui était la couche de protection? Il y avait légèrement de mousse, mais rien de vraiment impressionnant. On aurait pensé effectivement qu'il y aurait peut-être une plus grosse colonisation à cause que, bon, les mousses devraient arriver en premier, là, mais mettons, là, je vais pouvoir même présenter, c'est pas pire parce que là, avec ça c'est une bonne photo. Regarde, on le voit ici, effectivement, un peu. Je vais faire ça comme ça comme ça. Là, on peut voir que ici, tu sais, ça, c'est un endroit qui était très classique. Là, tu sais. Oui. Donc, on voit que peut-être un petit peu entre, mais ça, c'est une des parcelles qui avait, mettons, moyennement végétation. On avait qu'il y avait encore plus, on était au nord de la CEBC, puis on avait qu'il y avait encore moins, avec une colonisation où est-ce qu'on avait principalement des roches. Si je vois ici, j'ai-tu moyen de... non, pas celle-là ici. Celle-là ici. Si on regarde, ouais. Celle-là ici. Donc, si on regarde en arrière, ici, tu sais, ça dépend de où est-ce qu'on était sur le site. On avait des endroits où est-ce qu'on était directement sur le gravier sable. Là, on avait quand même des espèces arbustives qui étaient un peu partout, qui poussaient quand même. Donc, peut-être des micro-sites qui avaient fait en sorte qu'il y avait une végétation. Oui, non, c'est quand même surprenant parce que je m'aurais attendu qu'il y ait une certaine colonisation des espèces qui sont adeptes à ce genre d'environnement-là, ou même des lichens qu'on trouve au bord des routes, des choses comme ça, mais qu'il n'y en a pas eu là, c'est intéressant. C'est ça, mais comme je dis, il faudrait que j'en trouve une autre où est-ce qu'on est dans la section qui est plus humide parce que il y avait une grande variété de colonisation. Là, rapidement, je ne suis pas capable de trouver dans mes choses dans cette zone-là. On peut voir peut-être un peu ici sur celle-ci. Où est-ce qu'elle est?
Ouais, non. Non, malheureusement, j'en ai pas, mais c'est ça. Il y avait de la végétation où est-ce qu'on avait la difficulté à marcher au nord du site avec la végétation jusqu'aux épaules. Fait que ça dépend où est-ce qu'on était sur le site. Oui. Non, mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense que tu as peut-être raison que c'est peut-être l'azote qui limite, mais aussi juste la présence de matière organique qui fait un genre de sous-sol là, qui retient un peu d'eau, parce qu'avant qu'ils se rendent aux couches humides en bas, ils ont loin à aller les racines. Alors, je vais laisser la place à d'autres personnes, mais c'est vraiment intéressant. Merci, merci à vous deux. Il y a Nelson qui voulait poser une question. Vas-y, Nelson. Oui, merci. Merci à tous les deux pour les présentations. C'était super intéressant. J'ai une question pour Anne. Moi, c'est mon coin de pays. Je suis né d'un pit de sable et puis mon carré de sable était fait de sable de mine. Alors, j'ai pataugé là-dedans longtemps. Mais je me demandais, te présenter à un certain moment là, je ne sais pas comment tu appelais ça, les profils un peu des répondants, mais je me demandais si les résultats avaient aussi été divisés en fonction des profils sociaux. Par exemple, tu mentionnais que tu étais allé au cégep, donc par exemple des étudiants ou bien des gens, des retraités de l'industrie minière ou bien des professionnels qui travaillent dans ces différentes villes-là. Est-ce qu'il y avait des patterns qui se dégageaient en fonction des profils sociaux? Je ne sais pas si ce n'est pas le bon terme, là. Oui, non, j'ai pas fait, parce que j'avais beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques, je ne l'ai pas fait. Et j'avais aussi, mon échantillon, j'avais quand même pas mal de jeunes et j'avais beaucoup d'aînés. J'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de professionnels, étant donné que les professionnels dans il y avait soit pas le temps ou ils déclinaient mon invitation quand j'allais il y avait souvent des enfants dans les bras aussi. Donc, c'est ça, mon échantillon n'était pas 100% représentatif de la population, mais il m'a quand même permis d'aller chercher des informations assez intéressantes. Mais c'est sûr que les personnes qui ont les aînés, les gens n'étaient pas nécessairement ouverts à payer parce que pour eux, l'histoire, c'est pas à eux à payer pour ce type de projet de restauration-là. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient perdu beaucoup de leur fonds de retraite quand ils ont eu des fermetures et ils arrivaient tout juste à payer leurs épiceries. Tu sais, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment touché beaucoup les témoignages des aînés parce que c'est des gens qui ont travaillé extrêmement fort. Hein. L'économie de l'amiante au Québec, ça a généré énormément de richesses. C'était un travail extrêmement ardu. Et il y en a qui ont perdu ils ont perdu des gens hein, il y en a qui se sont enlevés la vie. Donc, j'ai eu toutes sortes de témoignages. Les jeunes, de mémoire comme ça, c'était des gens qui étaient intéressés à ce que ça devienne vert. Et ils étaient beaucoup plus ouverts à payer puis avoir des usages qui leur permettraient d'avoir une utilité quelconque, là, mais beaucoup plus ouvert. Puis, fait que c'était, non, c'est ça, j'ai pas eu mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, comme toi, Nelson, que c'était leur carré de sable. C'est pour ça que la perception du risque est très basse. OK. Hey, merci beaucoup, super intéressant. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a des questions parmi... oui, je vois que Yann aimerait poser une question. Oui, bonjour. C'est pour faire une suite un peu à la présentation de M. Proto. Puis, je voulais avoir une idée là, par rapport à si, souvent là, en Abitibi, il y a des problèmes de paludification, tout ça, puis la matière organique là, qui pourrait être prélevée sur les sites. Est-ce que ça serait intéressant d'additionner ça dans la couche supérieure de sol pour la remise en production là, des sites miniers là, un peu partout, du secteur des mines du coin à Nelson ou les secteurs de mines dans le coin de l'Abitibi? Est-ce que ça serait un bon topsoil?
C'est ça à vérifier. Mais quand il y a une haute présence en matière organique, parce que bon, il y a un autre volet qui a été fait avec ces recherches-là sur la consommation en oxygène. Puis quand il y a une augmentation de matière organique comme ça, il y a une augmentation de respiration qui peut être due aux différents micro-organismes qui pourraient vivre dans le sol, puis c'est un sol qui va pouvoir peut-être consommer plus. Mais je ne m'y connais pas assez en qualification, puis en c'est quoi le genre d'impact que pourrait avoir cette accumulation de matière organique. Mais ça serait intéressant, effectivement, de voir est-ce que c'est quelque chose qui nuit ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait pas peut-être aider. Nous, on pense que ce serait intéressant qu'il y ait certaines espèces qui soient limitées à la colonisation, comme le saule, comme je mentionnais, qui colonise très profondément. Si le saule a de la difficulté à compétitionner ou de la difficulté à s'établir quand il y a un sol qui est riche en matière organique, que c'est plus le peuplier, mettons, qui va prendre le dessus. Peut-être ça pourrait être bon, mais ce serait intéressant, effectivement, de voir est-ce que ce surplus de matière organique pourrait pas être quelque chose qui serait bien pour la protection, au fond, de notre barrière pour qu'elle fonctionne bien quand même. C'est ça, c'est d'utiliser cette matière organique-là qu'on pourrait soutirer d'un site paludifié puis de l'amener vers des sites de résidus miniers, que ce soit en Abitibi ou dans la région de Thetford Mines, je ne sais pas. Oui, bien, c'est sûr que ce serait intéressant parce que, bon, ben, de pouvoir justement déplacer quelque chose qui est peut-être un peu un problème quelque part vers quelque chose qui pourrait être une solution. Puis, on a discuté, ou c'était une des recommandations que j'avais apportées aussi, de dire peut-être que ce serait intéressant d'avoir une certaine augmentation des différents nutriments. Donc, de fournir à la végétation des nutriments pour que la succession végétale soit un peu plus rapide. Parce que on s'imagine, bon, mais sur le site comme ça, ce qui serait intéressant serait, ben, okay, je me passe sur deux choses. Première chose, on aimerait ça vers la fin avec les épinettes noires qui n'ont pas nécessairement un système racinaire très profond, les zones qui ont aussi un système racinaire qui n'est pas très profond. C'est des espèces qui sont plus de fin de succession. Ce serait intéressant qu'on aille plus vite vers la fin de succession, donc d'augmenter la matière organique, d'augmenter l'azote. Ça pourrait être le fun, on pourrait peut-être aller plus vite. Mais d'un autre côté, le fait de mettre cet amendement peut-être en matière organique va probablement créer aussi des zones plus humides, des microsites plus humides où le bouleau pourrait s'installer. Nous, on n'avait pas vraiment de bouleau parce que c'était trop sec, le bouleau n'était pas capable de s'installer. Je ne sais pas ce que le bouleau pourrait avoir comme impact, mais ce serait intéressant de voir si le bouleau a un système racinaire qui peut nuire plus ou moins. Ce serait le fun de comparer parce qu'effectivement, on aurait peut-être un changement de succession et donc un changement de colonisation sur les sites qui sont amendés. Donc, ça pourrait être le fun de suivre ça. Merci, Alex. Nicole, tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question, mais j'ai peut-être un complément d'information aussi. Marie et moi, on avait essayé ça. En effet, Yann et Alex, on avait pris de la matière organique d'un site où ils avaient fait des andins, puis on l'a mis sur le site minière Jutel. Puis, on a trouvé que, en effet, il y avait deux parties du site, un plus acide, un plus basique. Puis, dans le côté acide, c'est comme si la matière organique fondait. Là, ça diminuait en profondeur avec les années. C'était vraiment impressionnant. Mais sur la zone plus basique, là, il restait puis il développait une belle couche de plantes herbacées, qui était un peu une déception parce qu'on espérait avoir de la sphène. Alors, c'était pas un succès total, là, mais il y avait effectivement une belle colonisation des plantes herbacées suite à un dépôt de 30 à 40 cm de matière organique. Est-ce que c'était longtemps après qu'il y avait juste les herbacées? Oh non, le lendemain, l'année suivante. OK, donc, OK. Parce que je me demandais s'il y avait des espèces ligneuses qui avaient aussi colonisé avec le temps. Oui, non. Là, on l'a suivi pendant 2-3 ans. Il n'y avait pas d'espèces ligneuses encore. C'était juste des surplus. Ouais. Mais j'avais une question justement par rapport aux saules. Je me demandais, Alex, si tu avais eu des racines suffisamment larges qui descendaient profond pour faire le dendrochronologie. Parce que je me demande un peu est-ce que c'est la croissance maximale ou il va-tu continuer à descendre ou il est rendu où il veut aller puis il irait plus loin? As-tu une idée là-dessus?
On n'a pas assez trouvé de racines grossières. Les racines qui ont colonisé la couche de rétention, on est déjà à 30 cm sous terre, donc on est déjà loin de la surface. Puis c'était toutes des racines qui étaient très fines. Je crois que la plus grosse, on parle de 4-5 mm peut-être. Donc, bon, on ne pouvait pas trouver. Là, juste d'un point de vue d'observation, quelque chose, par exemple, qui était intéressant, qu'on a remarqué, quand on enlevait la couche de rétention, la couche de protection, je veux dire, pour atteindre la couche de rétention, entre les deux couches, ça arrivait qu'on avait des racines qui sortaient à l'horizontale. Donc, c'est une des raisons pourquoi on se demandait, qu'on s'est dit qu'il faut expliquer, au fond, pourquoi la colonisation aérienne sur la couche de protection n'est pas bonne pour la colonisation de la couche de rétention, parce qu'on dirait que les racines, une fois qu'ils atteignent la couche de rétention, ils commencent à pousser à l'horizontale, puisque une fois qu'ils ont atteint ça, qui est un milieu pas très bon pour la racine, aussi très fin, très dense, puis saturé en eau. Donc, peut-être que les racines, une fois rendues là, on pousse à l'horizontale, puis on va aller chercher des nutriments ailleurs. Ça a été une des choses qu'on a remarquées. On n'a pas pu, le dispositif qu'on a fait n'a pas pu nous donner d'informations statistiques à ce propos, mais on trouvait que c'est une bonne observation. Non, c'est intéressant. Puis quelque part, c'est logique parce que les racines n'aiment pas ça, aller pousser dans les substrats qui sont complètement saturés en eau. Il n'y a pas assez d'oxygène, justement. Mais peut-être qu'il aime ça, l'interface, parce qu'il peut avoir l'oxygène en haut puis l'eau en bas. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant. C'est ça. Voilà. C'était l'observation qu'on avait fait juste vue comme ça, mais qu'on pensait peut-être effectivement que c'est ces racines-là qui éventuellement colonisaient et donc qui allaient juste à l'interface. Puis dès que si une racine fine trouvait un pore qui était assez grand, là, elle réussissait à rentrer, puis c'est là que nous, on a réussi à les mesurer. Okay. Merci. Merci, Nicole et Alex. Moi, j'ai une question à Anne. Anne, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. J'ai une question pour toi. Vous avez mené cette étude à Thetford Mines. Est-ce qu'il y a une possibilité ou une intention de répliquer ce sondage-là dans une autre région minière, telle que l'Abitibi, par exemple, et voir est-ce qu'il y a d'autres patterns, est-ce qu'il y a une autre préférence des riverains? Est-ce que c'est dans vos plans? Et puis, est-ce que vous croyez qu'il y aurait une différence de choix et de perception selon les régions au Québec, par exemple? Bien, je serais intéressée, c'est sûr. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Faudrait vraiment voir si c'est similaire. C'est sûr qu'il y a certaines études en sociologie des mines qui ont l'air à tendre vers certaines conclusions, comme je vous parlais du risque, le faible risque. Il y a eu quelques études aussi en socio et de l'environnement en Abitibi sur la préférence des gens ou sur des parties prenantes aussi. Ça pourrait être intéressant. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour des chercheurs comme moi d'aller sur le terrain puis de prendre le pouls soit des travailleurs ou des résidents. Mais il faudrait ça serait à faire, ça serait super intéressant. Peut-être que les attributs seraient différents, dépendamment soit des essais qui sont en cours ou des usages possibles aussi. Mais oui, je suis ouverte. Là, je suis pas disponible en ce moment. Là, je fais mon doctorat, mais je travaille sur les conflits d'usage au Lac-Saint-Pierre, la cohabitation en milieu agricole. Je mobilise un peu ce type d'outils-là, mais d'autres outils aussi. Mais ça serait hyper pertinent. Vraiment, vraiment pertinent. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Salut Raed, moi j'aurais une question, si on a encore le temps. Oui, on a encore le temps, on a exactement 2 minutes. Ok, ça serait une question pour Anne. Anne, tu serais la bienvenue en Abitibi, je pense qu'il y aurait des études intéressantes à faire, notamment je pense à la mine canadienne Malartic.
Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans les études sociologiques en lien avec les effets des mimes, tu sais, sur la population et la perception des gens. C'est que moi, je vois jamais de groupe témoin dans ces études. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est parce qu'on en manque? Est-ce que c'est parce que ça serait pas utile? Tu sais, moi, je trouverais ça intéressant de comparer la vision des gens qui habitent près des mines à d'autres groupes peut-être pour voir est-ce que c'est représentatif de la population ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là? Excuse-moi. Oui, je pense que oui. Ben, moi, ça aurait été quelque chose qu'on aurait été intéressé de faire parce que là, on avait en de moi, c'était un projet que j'ai fait parce qu'il y avait un candidat au doctorat qui était supposé de travailler sur ces enjeux-là, puis la personne, elle a quitté pour faire d'autres choses. Donc, Jérôme et Nicolas, ils m'ont approché pour voir est-ce que ça t'intéresserait, tu sais, de faire un petit mandat pour répondre à un des objectifs du projet de recherche à Nicolas. Et j'aurais aimé pouvoir faire justement peut-être avec un effet un peu plus miroir avec d'autres communautés qui ne sont pas dans le milieu minier, mais je pense que ça serait extrêmement pertinent pour voir est-ce que les gens sont aussi... Ben, moi, c'était beaucoup par rapport à la perception des risques qui aurait été intéressant, puis la volonté à payer aussi, parce que c'est quand même une responsabilité collective qu'on doit assumer. Mais on ne l'a malheureusement pas fait, puis effectivement, ça serait super intéressant dans les régions un peu plus soit périphériques ou dans les grands centres. Puis ce type de méthode-là, il y en a plein de méthodes, mais ce type de méthode-là nous permettrait de pouvoir faire ce type d'échantillonnage-là, puis de pouvoir comparer. Donc, oui, ça serait intéressant. Mais je garde ton offre, Marie. Ça marche. Merci pour ta réponse. Merci, merci Anne, merci Alex, merci à vous tous d'être là. Donc, je vous invite à vous diriger à la section de posters. Il y a une séance qui commence dans à peu près 3 minutes. Donc, sur ce, je vous remercie encore pour votre présence et à la prochaine. Merci beaucoup.